Je reviens rapidement sur le numéro 6 de l'examen. Je sais, vous l'avez aimé, c'est un amour de numéro. Et plusieurs étudiants m'ont contacté pour me dire combien ils ont apprécié le numéro sur le TLM 103, le fameux micro de la compagnie Newman. Je vous explique rapidement comment il fallait faire pour solutionner ce problème-là de façon rapide et efficace. Évidemment, il y a d'autres solutions et vous pouvez être assuré là, que je vais accepter n'importe quelle solution qui donne la bonne réponse, même si c'est pas exactement la même que moi. Voici la solution rapide, élégante et facile. Premièrement, là, je vous rappelle ce qu'on vous disait. Vous avez un condensateur là, qui est formé avec de 2 disques de métal. Ces 2 disques-là ont un diamètre de 1 pouce. Donc, on peut tout de suite calculer la surface des armatures avec pi fois le diamètre au carré divisé par 4 ou pi r carré si vous préférez. Ça donne la même réponse. Ensuite, on vous dit, bon, écoute, il y a une onde de pression qui fait se rapprocher les armatures. Ça veut dire qu'on a 2 scénarios. Un scénario où les armatures sont séparées par la distance d et un deuxième scénario où les armatures sont séparées par une plus petite distance. La distance d, moins 74 micromètres, une toute petite différence qui va amener un changement dans la charge que peut emmagasiner le condensateur à l'état d'équilibre, assez importante pour qu'on puisse récolter une différence de potentiel générée par le courant qui est comme la différence entre ces 2 charges-là contenues par chacun des condensateurs dans l'espace de temps là, que dure une oscillation à la fréquence qui était donnée. Comme il y avait 2 versions de l'examen, j'ai pas mis de valeurs numériques, là, mais c'est les mêmes équations avec des valeurs numériques différentes pour chacun des groupes. Ce qu'on a à faire, là, c'est de travailler avec chacun des 2 scénarios, 1 et 2, et d'aller calculer la capacité, je l'ai appelé C0 pour le premier scénario avec epsilon 0 fois A divisé par D. Il y a des gens qui m'ont mis kappa là, pour l'air. Ça faisait pratiquement pas de différence. Là. Kappa, là, la constante diélectrique de l'air, c'est 1,00 et des poussières. Donc, ça changeait pratiquement rien. Si vous l'avez mis des 2 côtés, c'est correct. Vous allez trouver essentiellement la même réponse. Donc, on calcule une première capacité, C0, pour le condensateur, avec la distance D. Ensuite, on calcule une deuxième capacité, C1, pour le même condensateur, la même air, mais avec une distance légèrement plus petite. Vous allez trouver une capacité C1 qui est plus grande que C0. C'est normal, comme la distance est plus petite et que c'est en dessous de la barre de division, ça fait augmenter la valeur en farad de la capacité. Avec ça, on est capable ensuite d'aller chercher la charge Q1 et Q0 qui sont emmagasinés respectivement sur le condensateur avec la petite distance et la grande distance. On fait ça avec l'équation des condensateurs. C est égal à Q sur delta V et on utilise C0 ou C1, dépendamment du scénario, et on utilise à place de delta V, epsilon, 48 volts qu'on a. Et là, vous dites peut-être, oh, minute, là, c'est un circuit de charge, ce truc-là, ou de décharge. Il y a une résistance là-dedans. On peut-tu vraiment utiliser epsilon, le 48 volts? La source n'est pas connectée directement sur le condensateur. Donc, pour les gens qui auraient hésité ou qui seraient tentés d'hésiter à utiliser epsilon, le 48 volts, parce qu'on est dans un circuit en série qui ressemble à un circuit de charge ou de décharge, je vous suggère de faire le calcul qui est dans le petit nuage bleu au milieu de ma page. Je calcule la constante de temps, ARC, du circuit de charge ou de décharge qui est associé là à ce scénario-là avec la résistance de 50 ohms et la capacité C0 ou C1. Prenez celle que vous voulez. Là, moi, je prends C0 parce que c'est la capacité de départ. Mais faites-le avec C1, ça va vous donner le même ordre de grandeur aussi. Quand on fait le calcul, on tombe à 1,12 nanosecondes. Des nanosecondes, là, c'est des fois 10 à la moins 9. Et nous, on a dans les données un temps qui est de l'ordre de la milliseconde. Ça veut dire qu'on est au moins 3 ordres de grandeur, fois 10 à la moins 6 par rapport à fois 10 à la moins 9, plus gros. Le temps est 3 ordres de grandeur plus grand que la constante de temps. Ça veut dire, grosso modo, que votre condensateur a le temps de se charger à sa charge maximum au moins 1000 fois pendant le temps qui nous intéresse, nous, pour une oscillation. On peut considérer que la charge ou la décharge du condensateur
est presque instantané. Si vous avez fait cette réflexion-là, je vais avoir le goût de vous donner un point bonus pour le numéro, ou je vais avoir le goût de passer droite sur une de vos erreurs que vous auriez pu faire et qui aurait pu vous enlever des points, comme par exemple les unités, les symboles ou des trucs comme ça, parce que c'est important. C'est un circuit de charge et de décharge, et c'est vrai, la constante de temps là, qui est de l'ordre de la nanoseconde, si ça n'avait pas été le cas, on n'aurait pas pu faire le problème de la même façon. Donc, une fois que ça c'est vérifié, on est content, on se dit, écoute, la charge, la décharge, c'est instantané en ce qui nous concerne, ou en tout cas 1000 fois plus rapide que nos variations à nous, et on peut effectivement utiliser le 48 volts, parce que c'est vrai qu'on l'a atteint, le 48 volts, on a eu le temps de l'atteindre 1000 fois pendant le temps qui nous intéresse. Donc, on calcule Q1, on calcule Q0, et regarde bien ce qu'il fallait faire ensuite, c'est la dernière étape. On retournait dans le circuit là qu'on avait et on se rendait compte que cette différence de charge-là entre la charge qui est portée par le condensateur modifié C1 et le condensateur à l'état naturel C0 nous donnait ce que j'appelle delta Q, une différence de charge, et on se servait de ce delta Q-là, la charge qui passe là, d'une armature à l'autre armature dans le circuit, ça peut être d'un sens ou de l'autre, là, dépendamment du temps que vous considérez. On le divise par le temps là, en millisecondes qu'on vous donnait pour la période complète d'oscillation, le changement de pression d'air qui causait le changement de distance D dans le condensateur, et ça nous donnait un courant delta Q sur delta T, c'est la définition même du courant électrique I en ampères. Ensuite, comme on a un courant I qui coule dans le circuit et que, évidemment, le circuit est en série, on peut utiliser le même courant I dans la résistance et faire une bête loi d'Ohm avec un delta V égale RI et aller chercher la différence de potentiel aux bornes de la résistance, et c'est là qui était branché notre capteur de signal audio pour aller chercher le delta V maximum qui va être engendré par ce changement de capacité-là. Là, il y a plusieurs autres façons de faire le numéro. Là. On peut considérer là, plus la moitié de 74 divisé par 2, moins la moitié de 74 divisé par 2. Je pense que Frédéric ou Catherine m'avaient parlé de ça. C'est correct. Là. Si vous avez fait le problème comme ça, je vais vous donner vos points aussi. On peut aller chercher delta V aux bornes du condensateur à place d'aller le chercher aux bornes de la résistance. Ça devrait donner la même chose avec d'autres équations. Tout est possible là, et je vais accepter toutes les démarches qui ressemblent de près ou de loin à quelque chose qui a du bon sens. C'était un numéro très difficile et je félicite tous les étudiants là, qui ont eu un semblant de démarche qui ressemblait à celle que je viens de vous présenter. Allez, bonne journée.